Il est 23h15 lorsque des milliers de spectateurs se rassemblent sur la pelouse du Stade de France hier soir. Non pas pour fêter la victoire des Bleus contre l'Allemagne, mais parce que leur vie est en danger à l'extérieur du stade après les 3 explosions entendues par une grande partie du public en première mi-temps. Mains en l'air, hébétés, les derniers spectateurs évacués du Bataclan. Ils viennent d'échapper à la mort. Il est minuit 25. L'assaut vient de se terminer. Épilogue du pire attentat commis en France depuis la Libération. C'est surréaliste. C'est pas surréaliste. Vous avez même un peu du mal à imaginer que tous ces gens-là sont morts. Vous voyez des gens couchés, mais... Bon, pour moi, une petite partie de moi-même est restée sur ce trottoir, derrière ce bus. C'est une certitude. Pousse-toi, Mika, pousse-toi! Les premiers blessés sont évacués à la hâte. Dans les coursives, ces spectatrices apeurées qui se soutiennent, guidées vers la sortie par un policier. Regardez pas, madame. Récit d'une nuit qui hante la France depuis 10 ans. Sur scène, ce 13 novembre 2015, le groupe californien Eagles of Death Metal joue son morceau culte Kiss the Devil, embrasse le diable. 2 minutes plus tard, il est 21h47, les premières rafales de Kalachnikov viennent interrompre le concert. Moi, je me souviens que ça me contrariait un peu. Je dis, qu'est-ce qui s'amuse à lancer des feux d'artifice? Et peu à peu, tout le monde commence à se baisser. Et il y a quelqu'un qui crie, oui, il y a du sang partout. La terreur des spectateurs. Ce soir-là, les terroristes tirent à 258 reprises dans la petite salle. Il est 21h56. Moins de 10 minutes après le début de la tuerie. Et contre toutes les consignes, 2 policiers de la BAC décident de rentrer, pistolet à la main. Sur la scène, l'un des terroristes leur donne l'ordre de reculer. Les policiers font feu, le terroriste actionne son gilet explosif. Les 2 derniers djihadistes ripostent. Les 2 policiers de la BAC sont obligés de se replier. Tirez-vous de là, putain! Dans le quartier, la tension est maximale. Et dans les rues alentours, des passants fuient, avec parfois des enfants dans les bras. C'est le début d'une autre crise. 2 terroristes, 11 otages dans un minuscule couloir. La BRI se positionne derrière la porte. Et un négociateur met en place un dialogue avec les preneurs d'otages. Ils ont communiqué un numéro de téléphone qui est celui d'un otage pour pouvoir être appelé par le négociateur, c'est-à-dire moi-même. Il y a une longue revendication. Et ensuite, un ultimatum. Ils demandent à ce que la colonne d'intervention dégage le plus vite possible, sinon ils vont couper la tête d'un otage. Dans ce couloir, le photographe David Fritz Goppinger passe plus d'1h30 à quelques centimètres de l'un des terroristes. Maintenant, c'était à 10 ans, mais je me souviendrai toute ma vie de la froideur dans son regard et la détermination, en fait. Lui, il était là pour accomplir une mission, il était là pour tuer, finalement. Et donc, il était dans son truc. Et je me souviens pas de quelqu'un qui tremble, de la voix qui tremble, rien du tout. Il était plutôt l'inverse, il était plutôt sûr de lui, en fait. Dans cette négociation, on s'est rendu compte qu'on était vraiment au pays de l'absurde, parce qu'il n'y a rien à négocier dans les attentats terroristes. Nous, on était des otages, mais otages de quoi? C'était pas un braquage, finalement, il n'y avait rien à échanger. Avec lui, 10 autres otages qu'il ne connaît pas. On se parlait pas, mais il y a eu des gestes les uns envers les autres. Marie, je me rappelle bien, elle a dit « je t'aime » à Arnaud à un moment donné. Moi, j'ai pris la main de Stéphane qui était juste à côté de moi. Et je pense que ces petites choses-là, ces tout petits gestes, ont fait qu'on s'est tous maintenus dans une forme d'humanité, dans une forme de solidarité aussi, en fait. Et
Et ça nous a fait du bien sur le moment. Et derrière, c'est ce qui nous a aussi maintenus en tant qu'amis, en fait, parce qu'on s'est tous rencontrés derrière. La négociation de la BRI ne donne rien. L'assaut est désormais inévitable. On avait le sentiment, même sans se l'avouer, que ça allait mal se passer, parce qu'un couloir, d'un point de vue pratique tactique, c'est la pire des situations. Il est minuit 18. 2h30 après le début de l'attaque, le signal est donné. Top caméra. Top caméra. D'abord, des grenades assourdissantes. Puis des tirs en riposte. Jusqu'à cette énorme détonation entendue même à l'extérieur. Un terroriste vient à son tour d'actionner son gilet explosif. Au moment de cette explosion, moi je me retrouve projeté en l'air, parce que l'explosion est telle qu'on se retrouve vraiment soulevé de terre, quoi. Je retombe au sol et moi je suis sonné, j'entends plus rien. Et la seule chose que j'arrive à articuler, c'est à l'aide. La BRI et le RAID évacuent les otages. Est-ce qu'on a les otages là? Oui, ils sont descendus. Pour moi, vraiment le pire souvenir, celui qui reste le plus, celui qui marque le plus, qui déforme le plus l'existence, c'est ce souvenir-là qui est de la fosse. On tombe sur un flic qui nous dit que de ne pas regarder, quoi. Mais on a tous regardé. On a tous regardé. Toutes les victimes qui sont restées enfermées au Bataclan ont tous regardé la fosse. Et ça a changé tout le monde. L'attaque du Bataclan a fait 90 morts et des centaines de blessés. L'attentat le plus meurtrier commis en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je traversais et directement, boum, ça a explosé devant moi. Donc tout est parti en éclats, j'ai ressenti les projectiles et tout. Je suis tombé, je me suis relevé. Donc voilà, ça c'est le portable qui a pris le coup, mais c'est ce qui m'a sauvé. Sinon ma tête, ça partait en éclats.